Voici la prison de la ville où les exécuteurs soviétiques commirent des crimes odieux. Au moment où les troupes allemandes entraient dans les faubourgs, les bolcheviks, désireux d'effacer les traces de leur forfait, tentèrent d'incendier le bâtiment. C'est en effet peu avant la prise de la cité par les forces du Reich que les agents juifs de la GPU avaient massacré ici avec une rare bestialité les nationalistes ukrainiens. Des milliers d'hommes et de femmes ont été les malheureuses victimes de cette terreur rouge. La population ukrainienne livre aux troupes allemandes les commissaires juifs du GPU pour que justice soit faite. Vos réactions, Samuel Pisard, dans cette activité? Alors là, surtout à la fin, nous voyons la vraie démagogie, la vraie provocation du système nazi, du système Goebbels. On tourne une population contre l'autre. Les Polonais contre les Russes, les Lituaniens contre les Ukrainiens contre les Polonais, à peu près tout le monde contre les Juifs pour provoquer, pour diviser et pour mieux le conquérir. Il n'y a pas beaucoup de vérité dans ce qu'on nous montre là. Mais ce qui est vrai, c'est cette dégringolade, effondrement, premier effondrement de la résistance soviétique. Et tout s'est effondré. Les membres du parti, les officiels communistes, mes professeurs à l'école, ils ont tout laissé sur place et ils sont partis. Et une grande partie de l'armée rouge s'est rendue, des déserteurs, le pillage, tout ce que vous voulez. Et naturellement, après ça, ils se sont ressaisis et la résistance était forte et héroïque. Mais l'effondrement de l'époque me rappelle un peu l'effondrement aujourd'hui, pas militaire, économique, idéologique, culturel, psychologique. Nous parlerons de tout ça plus tard, si vous voulez bien. Bien sûr. Mais comment vous expliquez pour l'époque, alors, qu'un début de redressement ait eu lieu assez tôt? Alors, c'était quand même, l'armée rouge était puissante, énorme. Et la première ligne n'a pas résisté. Mais au fur et à mesure que les Allemands avançaient, et quand ils ont commencé à pénétrer dans la mer Russie elle-même, parce que ce que vous voyez là, c'est encore l'ancienne Pologne, l'ancienne Lituanie, la Latvie, les pays baltiques. Mais quand ils ont commencé à toucher à la mer Russie, au sol russe, la résistance s'est organisée, l'armée a commencé à résister, et ils ont tenu jusqu'au l'hiver. Et là, l'hiver, les grands alliés des Russes historiques, et cette grande expérience russe d'invasion de tous les côtés, les Mongols, les Suédois, Napoléon, etc., ils se sont accrochés à la terre, à la neige, et ils ont commencé à être eux-mêmes. Oui. Et c'était ça, je pense, à l'époque, naturellement, c'était un choc de voir l'effondrement. Quand j'avais 10 ans, je n'ai peut-être pas compris grand-chose, mais l'espoir était là. Je me suis posé la question d'abord, où est l'armée rouge? Où est le parti? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai toujours espéré que la résistance, on va entendre parler d'elle. Elle est venue un peu, elle était un peu tardive, mais elle était là, et nous avons vu ensuite comment un peuple,
avec le désespoir et avec cette mémoire historique et la souffrance historique, a commencé à résister. Et finalement, elle était victorieuse. Oui. Effectivement, c'est un problème qu'on s'est posé dès l'époque. Et il est curieux de voir que maintenant, dans les témoignages des généraux allemands, très vite, pas les premières semaines vraiment, mais au bout de 4 ou 5, ils sont surpris que les Russes qui subissent cette déroute résistent plus qu'on ait résisté jusqu'à présent, ou les Polonais ou les Français. Ils le disent. Mais ce sera, comme vous l'avez rendu compte, quand ce sera sur le territoire lui-même. Alors, on va voir maintenant les actualités soviétiques, et elles sont très intéressantes parce qu'on va voir que c'est Molotov qui annonce l'entrée en guerre des Allemands. On va voir la préparation, j'allais dire, cinématographique des Russes à la défense de leur territoire. Vous verrez qu'ils ne parlent jamais des Allemands, ils parlent toujours des fascistes. Et ce n'est qu'avant quelques semaines, seulement au mois de juillet, là nous sommes le 23-24 juin, n'est-ce pas, actualité soviétique que l'on voit avec un petit décalage naturellement, ce n'est qu'au bout de quelques semaines que Staline fera son discours sur la défense de la Russie, les ancêtres, Alexandre Nevsky, etc. Molotov, le premier jour, on est encore aux illusions d'une défense possible, il parle des fascistes, et vous allez voir avec quel lyrisme les actualités soviétiques... J'ai encore la voix de Molotov et la voix de Staline 10 jours plus tard dans mes oreilles. Je vous raconterai. D'accord. On va voir maintenant les soviétiques. Заместитель председателя Совета народных комиссаров Союза СССР и Народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов 22 июня 1941 года выступил по радио. Вся страна с огромным вниманием слушала это выступление. С чувством беспредельного возмущения встретили трудящиеся Советского Союза весть о неслыханном разбойничьем нападении германского фашизма на нашу страну. По всей стране прокатилась волна митингов. Весь народ горячо одобряет действия советского правительства. Московский завод «Красный пролетарий». Рабочий ремонтного цеха товарищ Рыжов. Фашистские агрессоры жестоко просчитаются в своих разбойничьих планах. Советский народ, вставший на защиту своей любимой родины, победит. Мастер сборочного цеха товарищ Каменский. С удестеренной энергией мы будем снабжать нашу Красную Армию всем необходимым для окончательной победы над врагом. Мастер стана 700 товарищ Туртанов. На фронте, на заводах и фабриках, везде, где прикажет нам советское правительство, мы будем геройски выполнять свой долг перед страной. Стахановка проволочного цеха товарищ Статникова. Каждый из нас будет работать за двоих и за троих, чтобы заменить у станков и агрегатов тех, кого Родина позовет под свои боевые знамена. Мастер третьего стана товарищ Пономарев. Героический русский народ не раз громил врагов, нападавших на нашу родную землю. И эта Великая Отечественная война закончится полным разгромом врага. Секретарь партийной организации товарищ Сутягин. Все как один станем на линию огня и будем бить врага на его же собственной территории.
В решительной схватке с фашистами Германии мы еще раз покажем нашу всесокрушающую мощь. Мастер резьбового цеха товарищ Жандаров. Мы честно выполним свою священную обязанность, будем работать столько, сколько потребует от нас Родина. Обязуемся еще выше поднять трудовую дисциплину, работать производительней. В морские пограничные части пришло новое пополнение. Молодые патриоты заняли свои боевые места. Они успешно овладевают военно-морским делом. Будьте отважными моряками, громите врагов, напавших на нашу страну. Стахановским трудом поможем нашей доблестной Красной Армии. Это на деле осуществляет коллектив Магнитогорской домны номер 3, лучшей доменной печи Союза СССР. Доменщики досрочно выполнили полугодовую программу. Металлурги Советского Союза, чем больше металла вы дадите стране, тем больше пушек, пулеметов, танков получит Красная Армия, защищающая родное Отечество. Домашние хозяйки города Коломны, организованные в санитарные дружины, явились на свой пункт. Война их не застигла врасплох. У начальника группы самозащиты 30-го дома управления, товарища Пушковой, все средства противовоздушной обороны в боевой готовности. Боевой проверкой откликнулись на объявление войны колхозные дружины Городецкого сельсовета. Советские патриотки готовы самоотверженно помочь своим мужьям и братьям. С момента объявления учебной тревоги на пожарном катере «Чапаевец» прошло 23 секунды. Команда готова к борьбе с огнем. Задание выполнено. Бойцы пожарной охраны на боевом посту. Наш народ гордится своими героями.
Родина никогда не забудет храброго русского летчика Нестерова. Его жизни посвящена выставка в городе Горьком. Нестеров за штурвалом аэроплана. Эти кадры сняты в 1914 году. На таких самолетах в Первую империалистическую войну русские летчики героически сражались с немцами. Мать летчика Маргарита Викторовна Нестерова встретилась с молодежью. Она сказала: «Мечты моего сына о могучей и непобедимой русской авиации осуществляются в славных боевых делах сталинских соколов». Слава советским летчикам, грудью защищающим нашу дорогую страну! Наша рабоче-крестьянская Красная Армия, наш военно-морской флот, наша авиация ринулись на решительный бой с врагом. Каждый из нас готов биться за честь и свободу Родины, не жалея ни сил, ни крови, ни самой жизни. Еще теснее сплотимся вокруг нашего правительства, коммунистической партии и великого вождя народов товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. За Родину, за Сталина. Samuel Puisard, ces images de préparation à la défense de l'URSS contre l'agression fasciste, ces images sont évidemment optimistes. Nous ne verrons pas pendant très longtemps des images véritables de guerre côté soviétique, parce que dans la déroute des premières semaines, bien sûr, il n'y a pas d'images. Lors de la campagne de France, en juin 40, il n'y avait plus d'images côté français, ça se comprend très bien. Alors évidemment, j'ai envie de vous demander, à vous, qui avez vécu cette tragédie sur place et ailleurs, comment vous réagissez de voir ces images du 29 juin, du 2 juillet 41? Est-ce que vous avez vu des choses de ce genre avant l'attaque allemande? Et aujourd'hui, comment vous voyez ça? Nous avons vu des images de cette nature avant l'attaque. C'était toujours la confiance, le communisme, Staline, c'était la confiance suprême, le triomphalisme. Et dans le premier jour après l'éclatement de la guerre, la même chose. Pas d'images naturellement, parce que toutes ces images, je suppose, ont été fabriquées près de Moscou un peu plus tard. Et les lignes de communication avec nous sur le côté ouest de l'Empire ont été coupées. Bien sûr. Mais l'effondrement a suivi aussitôt. Nous avions confiance. C'était très tonique tout ça, mais ce n'était pas la réalité. La réalité, c'était que la foi en léninisme, en communisme, n'était pas bien profonde, parce que c'est ça la grande leçon de l'effondrement. Et je ne peux pas nier l'héroïsme, mais c'était superficiel. Je dirais que à l'époque, on pouvait penser que chaque jeune soldat soviétique sera prêt de mourir avec le nom de Staline sur les lèvres. Mais une semaine, 2 semaines plus tard, c'était tout à fait clair que ce n'était pas vrai. Alors, le 3 juillet, je pense, Staline a fait son grand discours, parce que d'abord, c'était la silence. On s'est posé la question chez nous, où est Staline? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'on l'a exécuté? Est-ce qu'il s'est suicidé? Il est resté muet très longtemps. Il était muet, paralysé par la peur. C'était l'effondrement de son empire. Et alors finalement, il est venu à la radio, et j'entends aujourd'hui encore son lourd accent georgien en russe. Et il a commencé à mobiliser le pays, non pas avec le communisme, mais pas du tout, avec le nationalisme. Il a dit, notre patrie, la Russie, est en train d'être attaquée. Il a évoqué le nom de Lénine seulement une fois, mais il a donné la liste de tous les grands généraux
de l'histoire russe depuis le début, depuis le Moyen Âge. Alexandre Nevsky. Nevsky, Kutuzov, etc. Et il a dit, nous nous battons pour notre patrie, la chère mère Russie. Et cette électricité-là est passée très très vite, parce que la population s'est rendue compte que ce n'est pas seulement le destin de la Russie qui est en jeu, mais la brutalité des nazis. Et Hitler a fait une terrible bêtise là. Il aurait pu promettre quelque chose, il aurait pu être quasi civilisé avec les populations qu'il venait d'occuper, mais la brutalité SS Et même celle qu'il acclamait. et de la Wehrmacht s'est manifestée tout de suite, naturellement, d'abord contre les Juifs, mais aussi contre les Polonais, les Ukrainiens, les Biélorussiens. Donc, tout a commencé à se consolider au nom de la Russie, et c'était ça, je pense, qui a donné au peuple la force et la détermination de tenir bon. Et alors aujourd'hui, l'effondrement de la pensée léninienne, la foi dans le communisme, comment ça s'est passé si vite selon vous? Et alors justement, c'est très frappant de regarder ça et de voir ce qui se passe aujourd'hui. Permettez-moi un détail. Nous venons de voir l'efficacité de l'équipement allemand et l'inefficacité relative de l'équipement soviétique. Quand je pense à la guerre du Golfe, il y a quelques mois, n'oublions pas, c'était un équipement américain contre un équipement soviétique sophistiqué, soi-disant, manipulé par les Irakiens. Nous voyons de nouveau que technologiquement, ça ne tient pas. Il y a une grande leçon à retenir là. Deuxièmement, l'effondrement psychologique, idéologique, c'est pas la guerre, mais c'est le même phénomène. La foi n'est pas profonde. En vérité, le peuple n'a pas cru. Donc, c'est pour ça qu'avec Gorbatchev, la perestroïka, glasnost et tout ça, quand on a ouvert un peu les portes et les fenêtres, l'oxygène est entré, et c'était l'effondrement. Et tout au long de l'histoire russe, c'est un peu comme ça. Ça oscille toujours entre la tyrannie et le chaos. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Gorbatchev incarne en partie certaines idées de l'Ouest. Il incarne, oui, mais quand et pourtant, c'est essaie... Eltsine qui gagne en ce moment. Voilà, alors justement, quand on essaie d'ouvrir un peu, de laisser le vent de l'Ouest entrer, les gens prennent ça très au sérieux, ils comprennent les possibilités de la liberté tout de suite, et ça devient chaotique. Alors Yeltsin, justement, c'est un peu le même phénomène. Yeltsin, avec quoi est-ce qu'il vient? Il vient de nouveau avec la mère Russie. La parole n'est pas la même. Gorbatchev parle encore du socialisme, il veut corriger le socialisme, l'humaniser. Yeltsin dit autre chose. Au nom du peuple russe, au nom de la patrie russe, je vous demande de vous ressaisir, de retourner au travail, parce que ça vaut la peine, il s'agit du destin, il s'agit de l'avenir de notre peuple et de notre pays. Eh bien, voilà, vous l'avez dit, le parallèle que l'on peut faire entre 41 et 91, l'analogie, et qui nous permet de comprendre Eltsine et de comprendre le redressement russe. Vous voyez qu'en vous présentant comme quelqu'un qui est une conscience de l'histoire, je ne m'étais pas trompé. Merci, Isabelle Piazza. Merci à vous.